Alors oui, c'est vrai, j'avais dit que j'en parlerais pas. J'avais dit que toute cette histoire sentait le vieux moisi de la mère de sa grand-mère. Et puis j'ai vu le formidable travail de Benjamin Basset dans le numéro de février de la revue Nos Chasses. Il a passé de longues heures avec Alexis Barbier. Moi j'ai passé du temps au téléphone avec Benjamin Basset, qui se trouve aussi être le rédacteur en chef de Nos Chasses. Et puis j'ai vu notre président aussi, Willy Schran, agiter la revue en question sous le regard médusé des sénateurs. J'en viens au troisième et dernier point, qui devrait d'ailleurs faire couler un peu d'encre et de salive dans les jours qui viennent. Je vais vous remettre la une du magazine cinégétique Nos Chasses, que je vous fais voir de loin, Madame la Présidente, mais je vais vous le donner, qui relève dans les moindres détails le fonctionnement et les agissements de certains groupuscules anti-chasse ou antispécistes. Peut-être qu'ils passeront devant vous. J'ai repassé du temps au téléphone avec Benjamin Basset, et j'ai contacté Alexis Barbier, qui dans un premier temps était d'accord pour répondre à mes questions, et qui dans un second temps a décidé que finalement il était plus d'accord. Peut-être une petite rancœur suite à la vidéo que je lui ai consacrée sur ma chaîne. Mais mon propos ici n'est pas de revenir là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire à l'époque, pas besoin d'en rajouter, donc. Petit rappel du contexte, Alexis Barbier était le leader d'un collectif qui se faisait appeler Section Anti-Chasse. SAC, pour les intimes. Aucun rapport pourtant avec les barbouzes du général. Leur spécialité, c'était la désinformation du public et l'activisme en forêt. On est en train de faire de la destruction de matériel ciblé à des chasseurs, donc là on est totalement dans l'illégalité. Alors on n'a pas intérêt à se faire choper, ça c'est sûr. J'emploie l'imparfait parce que ce collectif n'existe plus, dissous par son leader, Alexis Barbier. Pourquoi a-t-il fait ça? Parce que selon ce qu'il raconte dans les colonnes de Nos Chasses et à qui veut bien l'entendre, il a eu une sorte de révélation cinégétique, et par là même un soudain rejet viscéral de l'antichassisme français. Je reste bien entendu très prudent avec les intentions premières de l'animal, mais j'en arrive à penser que sa démarche est sincère. Et les rouages profonds de sa psyché m'étant inconnus, rien ne sert de s'aventurer plus loin sur ce terrain. Ce qui m'intéresse dans ce papier de Nos Chasses, donc, que voici, où vous voyez Alexis Barbier en tenue de combat, ce qui m'intéresse dans ce papier, c'est, au-delà du fait qu'il s'excuse auprès des chasseurs pour tout le mal qu'il a fait à la chasse, et qui décrit aussi les étapes de sa prise de conscience, c'est son témoignage sur la nature même de la pieuvre animaliste. Alors on peut y lire des choses que tous les chasseurs savent déjà, comme dans cet extrait. Lorsque j'ai commencé à véritablement me renseigner sur la chasse à courre, je me suis rendu compte que c'était tout sauf ce que les supposés défenseurs des animaux m'avaient vendu. Bon voilà, ma chaîne YouTube existe justement parce que ce qu'il relate ici est absolument incontestable. Les animalistes mentent et manipulent les images pour servir leur idéologie. Mais il y a aussi des choses un peu plus croustillantes. Parce que forcément des années passées au cœur de la machine animaliste, ça fait qu'on sait 2-3 trucs secrets un peu sur les anciens potes. Et les anciens potes tiennent pas forcément à ce que ces secrets soient divulgués aux nouveaux potes. Le problème c'est quoi? C'est ils ont peur que tu mettes en avant les supercheries. En tant qu'ancien représentant, ça fait très bien que je sais énormément de choses. Stanislas va vouloir garder sa petite image de gourou. Le combat contre la chasse à courre, c'est son image à lui. Surtout pas que quelqu'un vienne la salir, voilà. Donc, Du coup, il dit lui-même avoir reçu des parles, et tu vas voir. Bah oui, mais du coup, il parle quand même. Premier enseignement, la lutte anti-chasse serait très organisée. Bon, ça, on s'en doutait un peu. On imaginait bien les groupes WhatsApp de coordination des actions, les campagnes de partage concertées sur les réseaux sociaux et tout le tout-team. Mais là, au détour de sa description des actions d'entrave à la chasse, il lâche ceci. Bon, les lunettes. Malgré les verbalisations, les militants n'arrêteront pas leurs actions. Il faut savoir que les amendes sont remboursées par les collectifs, eux-mêmes subventionnés par des associations. Je ne peux pas vous dire quelles associations financent les actions de terrain, car j'ai signé une charte de confidentialité. D'accord, donc des associations qui ont pignon sur rue financent des groupes radicaux activistes de terrain. Ça, c'est plus nouveau déjà. Alors étonnant, non, mais c'est nouveau. On a quand même un peu envie de savoir lesquelles. Ah oui, ça démange un peu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont connues et reconnues par le grand public. C'est encore pire, j'ai plein de noms en tête. Dès que je soupçonne d'être assez vicelard pour ça. Mais comment ça se passe en vrai? Le système est simple à comprendre. Des assos déclarés se servent des collectifs non déclarés pour agir en forêt. Ainsi, ces associations ne peuvent pas être inquiétées lorsque des actes illégaux sont commis. Ah, c'est le principe du porte-flingue, quoi. Quand tu veux rester planqué derrière une image de respectabilité et considérée d'utilité publique, t'envoies des activistes violents sur le terrain et tu gardes les fesses propres. Benjamin lui demande alors comment ça se passait concrètement. Voici sa réponse. C'est assez simple, nous avions une réunion tous les 15 jours avec les associations et les autres collectifs. À cette occasion, je remettais un compte-rendu très précis des actions en forêt. Nom,
Nombre de présents, actions, vidéos tournées, événements particuliers. Ces comptes rendus étaient très complets, et ce, à la demande des associations qui financent. Pour toucher cet argent, il fallait faire exactement ce que voulaient les associations. Ah mais c'était pas seulement du remboursement d'amendes. Je vais être clair, la section anti-chasse touchait 2000 € par trimestre en liquide. Alors imaginez la scène. De grosses associations nationales qui rassemblent des groupuscules d'activistes violents lors de réunions secrètes, qui leur filent des instructions, qui récoltent des rapports, et qui font glisser des enveloppes d'argent liquide sur les tables. Il poursuit. Il faut savoir que les assos qui financent les collectifs donnent des ordres et des consignes. Voilà ce que nous apprend Alexis Barbier. Il nous dévoile carrément un système mafieux. Est-ce qu'il faut le croire? Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça mérite une enquête approfondie. Si ces accusations sont avérées, c'est grave. Très grave. Parce que militer est une chose, mais employer de l'argent potentiellement public pour financer et organiser des groupuscules violents sur le terrain, détourner sciemment des images pour tromper l'opinion, c'est d'une part moralement dégueulasse pour les nombreux donateurs privés, qui évidemment sont pas au courant que leur pognon sert à ça, mais ça tombe aussi sous le coup de la loi. Est-ce que c'est le début d'une affaire nationale qui va exposer les dérives de la protection animale et leurs petits arrangements financiers? Élise Lucet, si tu nous écoutes. J'aimerais que vous arrêtiez de me suivre, je me sens harcelé, je me sens en danger, j'aimerais que vous arrêtiez de me suivre. Est-ce que vous acceptez? Quoi qu'il en soit, la guerre qui est menée à la chasse française est d'une absence totale de loyauté, d'honnêteté dans les procédés, et de la moindre intention d'informer le public. Il ne s'agit que d'une guerre sale, opaque et mensongère. Et voir ces assauts en randonnion devant les sénateurs, empiler les âneries et les mensonges comme des perles, ça pose question, pour le moins. Parce que derrière les outrances puériles de leurs représentants, se cachent des associations qui œuvrent sur le terrain, et qui auraient de vraies propositions à formuler, si on leur réservait la parole. Plutôt que de la donner à des clowns qui savent pas de quoi ils parlent, enfin il faut la regarder cette audition au Sénat. Alors le problème, pour se rendre compte que c'est de la merde, il faut être chasseur. Alors je vais en faire une de vidéo où je vais débunker leurs âneries, mais malgré tout j'ai l'impression quand même que le mal est fait, et il est fait sciemment, alors soit par bêtise, soit par ignorance, soit par intention de nuire, quoi qu'il en soit, le mal il est malheureusement fait. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fout à inviter ces couillons devant les sénateurs? Le débat, qui est légitime à la base, mérite quand même mieux que ça. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Du coup, espérons que cette affaire, qui n'en est qu'à ses balbutiements, sera l'occasion d'opérer un grand nettoyage au sein de la protection animale. Et qu'on pourra ainsi échanger dans un avenir proche, avec des adversaires sensés, mesurés et surtout honnêtes. Alors je rêve peut-être un peu. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'excellente revue Nos Chasses, qui est actuellement en kiosque. J'en profite pour remercier le non moins excellent Benjamin Basset, qui m'a permis de piocher allègrement dans son travail. Merci à tous les donateurs Tipeee et Paypal qui ont financé cette vidéo. Merci aux clients de la boutique en ligne. Abonnez-vous, partagez pour faire connaître cette affaire au plus grand nombre. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.